Ton cerveau n'a pas un problème d'intelligence, il a un problème de signal. Et cette différence change tout, quoi. Chaque fois que tu essaies de te concentrer et que tu n'y arrives pas, chaque fois que tu relis la même ligne 3 fois sans rien retenir, quelque chose d'invisible se passe en toi, en silence, sans que tu le vois. Et ce qui est le plus perturbant, ce n'est pas que ça se passe en ce moment même. Ce qui est le plus perturbant, c'est que tu crois depuis des années que le problème, c'est toi, que tu n'es pas assez discipliné, qu'il te manque quelque chose, que les autres ont quelque chose que tu n'as pas, que se concentrer est une capacité que certains possèdent naturellement et d'autres non. Cette croyance était la première erreur, et c'est la plus coûteuse de toutes, parce que la concentration n'est pas un talent avec lequel on est. C'est un état neurologique qui se construit, se modifie et peut être complètement maîtrisé. Et personne ne te l'avait jamais expliqué comme ça avant. Mais il y a quelque chose de pire que de ne pas le savoir. Il y a quelque chose de pire que de simplement l'ignorer et continuer comme si de rien n'était. Le pire, c'est que le système dans lequel tu vis a été conçu, sans que personne te le dise, pour détruire exactement cet état. Chaque notification qui arrive sur ton téléphone, chaque scroll que tu fais sans réfléchir, chaque fois que tu changes d'onglet au milieu d'une tâche, ce ne sont pas de simples distractions passagères, ce sont des interruptions neurologiques profondes qui altèrent la chimie de ton cerveau d'une façon qui ne disparaît pas en quelques secondes. Elle disparaît dans minutes, parfois en heures. Et toi, tu restes là assis, à essayer d'étudier, à essayer de te concentrer, sans savoir que ton cerveau est encore en train de récupérer du dernier impact qu'il a reçu, sans que tu t'en rendes compte. Encore et encore, chaque jour. Et pendant ce temps, le temps passe, les examens approchent, et cette sensation de ne pas performer suffisamment devient de plus en plus familière, plus normale, plus tienne. Et c'est là que ton cerveau te trahit, parce qu'il commence à associer l'étude à l'effort impossible, à la frustration, à l'échec silencieux de vouloir te concentrer et ne pas y arriver. Et cette association se grave profondément. Elle se grave si profondément qu'avec le temps, tu n'as plus besoin d'une notification pour te distraire. Ton propre cerveau commence à chercher la distraction tout seul, à fuir tout seul, à te saboter tout seul, sans que personne d'autre n'intervienne. Et tu interprètes ça comme de la paresse, comme un manque de caractère, comme un signe que peut-être tu n'es pas fait pour ça. Mais ce n'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec ton caractère ni avec ton intelligence. Ça a à voir avec un mécanisme neurologique que personne ne t'a appris à contrôler. Mais c'est là que tout change, parce que ce même mécanisme que ton cerveau utilise pour te saboter peut être reprogrammé, peut être inversé, peut travailler en ta faveur avec une précision que tu n'imagines pas encore. Il existe un état cérébral que les neuroscientifiques étudient depuis des décennies. Un état dans lequel le temps disparaît, l'effort devient invisible et ton esprit opère à un niveau qu'il n'atteint pas normalement. Ils l'appellent le flow. Mais ce n'est que le nom populaire. Ce qui se passe réellement dans ton cerveau dans cet état est quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus puissant et beaucoup plus accessible que ce que quiconque t'a dit jusqu'à présent. Parce que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est de la neurologie pure. Et c'est ce que personne ne te dit. Que cet état n'est pas quelque chose qui arrive à des personnes spéciales dans des moments spéciaux. C'est quelque chose qui peut être activé de façon délibérée, systématique et reproductible, par n'importe qui, y compris toi. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre exactement ce qui se passe dans ton cerveau quand tu essaies de te concentrer et que tu échoues. Tu vas comprendre pourquoi tu échoues et tu vas comprendre quoi faire différemment, pas en théorie, dans la pratique réelle de ta vie quotidienne. Parce que le secret n'est pas d'étudier plus d'heures, il n'est pas d'avoir plus de volonté, il n'est pas de te lever plus tôt ni de boire plus de café. Le secret est de comprendre comment fonctionne vraiment ton cerveau et ensuite de l'utiliser en ta faveur. Il y a une erreur que tu commets chaque fois que tu t'assieds pour étudier. Une erreur si petite, si silencieuse, si intégrée dans ta routine que tu ne l'as jamais identifiée comme un problème. Tu l'as confondue avec de la concentration. Tu l'as confondue avec de l'effort. Mais c'est exactement le contraire. Cette erreur s'appelle la multitâche cognitive. Et ce n'est pas ce que tu crois. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le téléphone à côté pendant que tu étudies. Ça va beaucoup plus profond que ça. Ça se passe à l'intérieur de ta tête, dans la façon dont ton cerveau traite l'information, sans que tu lui en aies donné la permission. Chaque fois que tu ouvres un livre avec de la musique en fond, chaque fois que tu étudies avec les notifications activées, chaque fois que tu sautes d'un sujet à l'autre sans terminer le précédent, ton cerveau ne fait pas plusieurs choses à la fois. Ton cerveau change de tâche en permanence,
Et ce changement a un coût neurologique brutal que personne ne t'a jamais expliqué. Les scientifiques appellent ça le switching cost, le coût du changement. Et les études sont dévastatrices. Chaque fois que ton cerveau abandonne une tâche et saute vers une autre, il a besoin de 15 à 23 minutes pour revenir au même niveau de profondeur cognitive qu'il avait avant. Chaque fois, sans exception, sans que tu le remarques. Pense-y un instant. Si pendant une session d'études de 2 heures, tu interromps ta concentration seulement 5 fois, ton cerveau n'atteint jamais une vraie profondeur cognitive. Jamais. Tu étudies en permanence en surface. Tu traites sans retenir. Tu lis sans comprendre. Tu travailles sans avancer. Et à la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir beaucoup étudié, mais d'avoir peu appris. Et c'est là que ton cerveau te trahit vraiment. Parce que cette sensation d'avoir été occupé toute la journée devient une illusion de productivité. Ton cerveau confond le mouvement avec le progrès, confond l'activité avec l'apprentissage. Et tu le crois, parce que personne ne t'a dit qu'il y avait une différence entre être assis à étudier et être vraiment en train d'apprendre. Mais il y a quelque chose de pire. Le switching cost n'affecte pas seulement ta concentration dans le moment, il affecte la structure de ta mémoire à long terme. Quand tu apprends quelque chose dans un état d'attention fragmenté, cette information ne se consolide pas de la même façon dans ton hippocampe. Elle se stocke de façon faible, superficielle, facilement oubliable, comme écrire sur du sable mouillé avant que la vague arrive. Et la vague arrive toujours, elle arrive sous forme d'examen, sous forme d'exposé, sous forme de ce moment où tu as besoin de te souvenir de quelque chose que tu jurais avoir étudié et ton esprit est complètement vide. Pas parce que tu es mauvais pour mémoriser, mais parce que l'information n'est jamais arrivée là où elle devait aller. Elle ne s'est jamais gravée profondément. Parce que tu n'avais jamais l'attention suffisante pour que ça se produise. L'attention n'est pas seulement l'acte de regarder quelque chose. L'attention est le mécanisme qui décide quelle information mérite d'être mémorisée et laquelle non. Sans attention profonde et soutenue, ton cerveau n'a littéralement pas les instructions pour sauvegarder ce que tu lis. Il le traite, il le rejette. Et il continue, en silence, sans te prévenir. Pendant des années, tu as cru que le problème était ta mémoire, que tu avais besoin de meilleures techniques de mémorisation, plus de répétition, plus de temps, mais le problème n'a jamais été la mémoire. Le problème était la porte d'entrée vers la mémoire. Le problème était l'attention. Et sans vraie attention, aucune technique de mémorisation au monde ne va fonctionner comme elle devrait. Et c'est ce que personne ne te dit. Qu'avant de parler de méthode d'étude, avant de parler de technique de révision, avant de parler de productivité ou de gestion du temps, il y a une seule question qui détermine si tout le reste fonctionne ou non. Une seule. Est-ce que ton cerveau est vraiment présent quand tu étudies ? Pas ton corps, ton cerveau. Parce que tu peux rester assis pendant des heures avec les livres ouverts et ton cerveau peut être complètement ailleurs. Et ça, ce n'est pas étudier. C'est simuler que tu étudies. Et la différence entre les deux ne se voit pas de l'extérieur. Elle se ressent seulement dans les résultats, dans les examens, dans la distance entre l'effort que tu fournis et les résultats que tu obtiens. Cette distance a un nom. Et maintenant, tu sais lequel. Imagine que ton cerveau est une ville immense, complexe, avec des milliers de routes, de connexions, de carrefours qui s'activent en permanence. Quand tu te concentres vraiment sur quelque chose, cette ville commence à diriger toute son énergie vers un seul quartier. Les lumières s'allument, les routes se libèrent, le trafic disparaît, et ce quartier devient le centre de tout. C'est exactement ce qui se passe dans ton cortex préfrontal quand tu entres dans un état de concentration profonde. Les neurones commencent à se synchroniser, les connexions se renforcent. Et ton cerveau crée quelque chose que les neuroscientifiques appellent la cohérence neurale, un état dans lequel toutes les parties de ton cerveau travaillent ensemble vers le même objectif, sans friction, sans résistance, sans effort apparent. Mais voilà ce que personne ne t'explique. Cet état ne s'active pas instantanément. Il ne suffit pas de s'asseoir et de décider de se concentrer. Ton cerveau a besoin d'un temps de préparation neurologique, un temps pendant lequel il doit progressivement éliminer le bruit, réduire l'activité dispersée et commencer à diriger ses ressources vers un seul point. Ce temps s'appelle la rampe d'accès cognitive, et elle dure en moyenne entre 15 et 20 minutes. Ce qui signifie que si tu interromps ta concentration avant ces 15 minutes, ton cerveau n'a jamais atteint l'état de cohérence neurale. Tu as travaillé, tu as lu, tu as bougé les yeux sur la page, mais ton cerveau n'était pas encore en mode apprentissage réel. Il était encore en train de se préparer, et tu as coupé le processus exactement au mauvais moment, sans que tu t'en rendes compte. Pense à un moteur de voiture par temps froid.
Si tu le démarres et que tu pars immédiatement à pleine vitesse, le moteur n'a pas eu le temps de chauffer. Il fonctionne, mais pas à son niveau optimal. Il consomme plus, il rend moins, et avec le temps, il s'abîme. Ton cerveau fonctionne exactement de la même façon. Il a besoin de chauffer avant de performer. Et la plupart des étudiants ne lui donnent jamais ce temps, mais il y a quelque chose de plus fascinant encore. Quand ton cerveau atteint finalement cet état de cohérence neurale, quelque chose de remarquable se produit. La dopamine commence à se libérer naturellement, pas la dopamine artificielle des réseaux sociaux ou des jeux vidéo, une dopamine différente, plus profonde, plus durable, la dopamine de la maîtrise, celle qui apparaît quand ton cerveau sent qu'il est en train de progresser pour de vrai. Et c'est là que tout devient différent, parce que cette dopamine ne te donne pas envie de t'arrêter, elle te donne envie de continuer. Elle transforme l'effort en quelque chose qui ressemble presque au plaisir. Elle efface la résistance, elle dissout la procrastination, et elle crée quelque chose que tu as peut-être déjà vécu sans savoir ce que c'était. Ce moment où tu regardes l'heure et tu réalises que 2 heures sont passées sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas de la chance, c'est de la neurochimie pure. C'est ton cerveau qui fonctionne exactement comme il a été conçu pour fonctionner, dans un état de flux total, dans un état où apprendre ne coûte plus rien parce que tout le système neurologique travaille dans la même direction. Mais pour arriver là, il faut d'abord comprendre ce qui bloque cet état et pourquoi ton cerveau moderne a tant de mal à l'atteindre. La réponse se trouve dans quelque chose que les neuroscientifiques appellent le réseau du mode par défaut. C'est la partie de ton cerveau qui s'active quand tu ne fais rien de précis, quand tu rêvasses, quand tu penses à hier ou à demain, quand tu laisses ton esprit vagabonder sans direction. Et le problème, c'est que ce réseau est devenu anormalement puissant chez la génération actuelle. Trop puissant, trop dominant. Pourquoi ? Parce que les écrans l'ont entraîné à dominer. Chaque fois que tu scrolles sans but, chaque fois que tu passes d'une vidéo à l'autre, chaque fois que tu consultes ton téléphone sans raison précise, tu renforces ce réseau. Tu lui apprends à prendre le contrôle, à interrompre, à disperser. Et avec le temps, ce réseau devient si fort qu'il commence à s'activer même quand tu essaies de te concentrer, en silence, sans permission. C'est la voix dans ta tête qui pense à autre chose pendant que tu lis. C'est l'impulsion soudaine de vérifier ton téléphone sans raison. C'est cette sensation bizarre d'inconfort quand tu essaies de rester sur une seule tâche pendant plus de quelques minutes. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un réseau neurologique qui a été surentraîné. Et un réseau surentraîné peut être rééduqué, avec la bonne méthode, au bon moment. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir maintenant. Parce que la science ne s'est pas contentée d'identifier le problème. Elle a aussi trouvé la solution. Une solution précise, mesurable et reproductible. Pas une théorie, pas un conseil vague. Un protocole neurologique concret que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui et dont les effets sur ta concentration commencent à se manifester en moins de 7 jours. En 1993, une équipe de chercheurs de l'Université de Californie a mené une expérience qui allait changer pour toujours la façon dont la science comprend la concentration humaine. Ils ont pris 2 groupes d'étudiants universitaires avec des niveaux académiques similaires, même âge, même intelligence mesurée, même matière à étudier. La seule différence était la façon dont chaque groupe organisait ses sessions de travail. Le premier groupe étudiait de la façon traditionnelle. Plusieurs heures continues avec des interruptions fréquentes, de la musique en fond, les téléphones à portée de main. La façon dont la majorité des étudiants travaillent aujourd'hui. La façon dont tu travailles probablement toi aussi. Le deuxième groupe suivait un protocole différent. Des sessions de concentration ininterrompues de 90 minutes maximum, suivies de pauses complètes et intentionnelles, sans musique, sans téléphone, sans interruption d'aucune sorte. Les résultats après 6 semaines étaient impossibles à ignorer. Le deuxième groupe retenait en moyenne 47% d'informations supplémentaires. Leur performance aux examens était significativement supérieure. Mais le plus surprenant n'était pas ça. Le plus surprenant, c'est qu'ils avaient étudié moins d'heures au total. Moins de temps, moins d'efforts apparents. Et pourtant, des résultats radicalement meilleurs. Pas légèrement meilleurs. Radicalement. Ce n'était pas un cas isolé. Des décennies de recherche en neurosciences cognitives confirment la même chose encore et encore. La qualité de l'attention pendant l'apprentissage est infiniment plus importante que la quantité de temps passé à étudier. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une théorie motivationnelle, c'est de la biologie, c'est de la chimie cérébrale mesurable en laboratoire.
Anders Ericsson, le psychologue qui a passé sa vie entière à étudier l'excellence humaine, a découvert quelque chose de fondamental dans ses recherches sur les experts de niveau mondial. Que ce soit des musiciens, des sportifs, des chirurgiens ou des scientifiques, tous partageaient le même schéma. Ils ne travaillaient pas plus longtemps que les autres, ils travaillaient différemment, avec une attention totale et délibérée pendant des périodes précises et limitées. Il a appelé ça la pratique délibérée. Et la caractéristique principale de cette pratique n'était pas la durée, c'était la qualité de la présence mentale pendant chaque session, une présence totale, une attention sans fissure, un état dans lequel le cerveau est complètement engagé avec ce qu'il est en train de faire. Pas 80%, pas 90%, 100%. Et cet état, selon Ericsson, est ce qui sépare ceux qui progressent vraiment de ceux qui stagnent malgré des heures d'effort. Mais voici ce qui est encore plus troublant. Dans une étude publiée dans le journal Nature Neurosciences, des chercheurs ont découvert que le cerveau humain en état de concentration profonde produit des niveaux significativement plus élevés de noradrénaline et d'acétylcholine, deux neurotransmetteurs directement responsables de la consolidation de la mémoire à long terme. En d'autres termes, ton cerveau en état de concentration totale ne fonctionne pas juste mieux, il crée littéralement une chimie différente, une chimie qui grave l'information de façon permanente. Et cette chimie ne peut pas être simulée, elle ne peut pas être remplacée par plus d'heures d'études superficielles, elle ne peut pas être compensée par la caféine ou par la force de volonté. C'est un état neurologique spécifique qui se produit uniquement quand certaines conditions sont réunies. Et la condition la plus importante, celle sans laquelle rien d'autre ne fonctionne, c'est l'absence totale d'interruption pendant une période suffisamment longue. Il y a aussi l'expérience de Mihaly Csikszentmihalyi, le psychologue hongrois qui a consacré sa carrière entière à étudier ce qu'il a appelé l'expérience optimale. Après avoir interrogé des milliers de personnes dans des dizaines de pays différents, il a identifié un état universel que les êtres humains atteignent dans des moments de performance maximale. Un état caractérisé par une absorption totale dans la tâche, une disparition du sentiment d'effort et une distorsion complète de la perception du temps. Ce qu'il a découvert ensuite a tout changé. Cet état n'était pas réservé aux génies. Il n'était pas réservé aux artistes ou aux athlètes d'élite. Il était accessible à n'importe quel être humain, dans n'importe quelle activité, y compris l'étude, y compris la révision, y compris les matières que tu trouves les plus difficiles et les plus ennuyeuses. La seule condition était de créer les bonnes conditions neurologiques pour que cet état puisse émerger naturellement. Et c'est là que la science devient vraiment intéressante, parce que ces conditions ne sont pas mystérieuses, elles ne sont pas compliquées, elles ne demandent pas des années de pratique, ni une discipline surhumaine, elles demandent de comprendre 3 mécanismes précis qui gouvernent la façon dont ton cerveau entre dans un état de concentration profonde et le maintient. 3 mécanismes, pas 10, pas 20, 3, et une fois que tu les comprends vraiment, tout change. Parce que la science ne ment pas, les chiffres ne mentent pas. 47% de rétention supplémentaire, des performances aux examens radicalement supérieures, moins d'heures d'études, moins d'efforts ressentis, plus de résultats réels. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas de la motivation bon marché. C'est ce que la recherche démontre encore et encore depuis des décennies. Et la question n'est plus de savoir si c'est possible, la question est de savoir pourquoi personne ne t'a encore expliqué comment y accéder. Maintenant, tu sais ce qui se passe dans ton cerveau. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer. Tu sais pourquoi tu oublies ce que tu étudies. Mais il reste une chose que personne ne t'a encore dite, la chose la plus importante de toutes. L'erreur principale n'est pas le téléphone. Ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas le manque de motivation. L'erreur principale est quelque chose que tu fais avant même de commencer à étudier, quelque chose d'invisible. Quelque chose que tu répètes chaque jour sans le savoir. Tu commences à étudier sans préparer ton cerveau. Tu t'assieds, tu ouvres ton livre et tu attends que la concentration arrive toute seule. Mais la concentration ne fonctionne pas comme ça. Elle ne vient pas parce que tu le décides. Elle vient parce que tu crées les conditions pour qu'elle apparaisse. C'est comme essayer d'allumer un feu sans préparer le bois. Tu peux avoir la meilleure allumette du monde. Si le bois est mouillé, rien ne brûle. Ton cerveau a besoin d'être préparé avant chaque session. Et cette préparation a un protocole précis. Les neuroscientifiques appellent ça le priming neurologique, l'activation intentionnelle des bons réseaux cérébraux avant de commencer à apprendre. Et les études montrent que les étudiants qui appliquent ce protocole entrent en état de concentration profonde 3 fois plus vite que les autres. 3 fois plus vite. Ce n'est pas une métaphore, c'est une mesure.
Ce qui prend normalement 20 minutes à ton cerveau pour atteindre un état de concentration réel peut être réduit à moins de 7 minutes avec la bonne préparation. Et ces minutes récupérées changent tout. Mais il y a quelque chose de pire que de ne pas connaître ce protocole. C'est de faire exactement le contraire sans le savoir. Et c'est ce que font la plupart des étudiants chaque jour. Ils consultent leur téléphone juste avant d'étudier. Ils regardent une vidéo, ils scrollent pendant quelques minutes. Et en faisant ça, ils activent exactement les mauvais réseaux cérébraux. Ils réveillent le réseau du mode par défaut, ils inondent leur cerveau de dopamine artificielle, et ensuite ils s'assoient et ils essaient de se concentrer. Avec un cerveau qui vient d'être programmé pour faire exactement le contraire. C'est comme sprinter à toute vitesse pendant 5 minutes et ensuite essayer immédiatement de faire de la chirurgie de précision. Ton système n'est pas dans le bon état. Tes mains tremblent, ta respiration est chaotique, et tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer. Et c'est là que tout devient clair. Ce n'est pas un problème de volonté. Ce n'est pas un problème d'intelligence. C'est un problème de séquence. Tu fais les choses dans le mauvais ordre. Et changer cet ordre change absolument tout ce qui suit. Parce que le cerveau est une machine de séquence. Il apprend par répétition. Il se prépare par contexte. Et si tu lui donnes toujours les mêmes signaux avant d'étudier, il commencera à anticiper l'état de concentration avant même que tu ouvres ton livre, automatiquement, sans effort. C'est le secret que les étudiants les plus performants appliquent sans même le savoir consciemment. Pas plus de discipline, pas plus de talent, une meilleure séquence, un meilleur ordre et un cerveau qui coopère au lieu de résister. À partir de maintenant, tu vas comprendre exactement comment construire cette séquence. Les conséquences de ce que tu viens de comprendre vont bien au-delà des examens, bien au-delà des notes. Ce dont on parle ici affecte quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que tu portes avec toi chaque jour sans le voir. Quand ton cerveau passe des mois à opérer en état d'attention fragmenté, il ne revient pas simplement à son état normal après. Il se reconfigure, il s'adapte à ce nouveau mode de fonctionnement, et cette adaptation a des conséquences silencieuses qui s'accumulent lentement, en silence, sans que tu t'en rendes compte. La première conséquence est la plus invisible de toutes. Ton seuil de tolérance à l'effort mental diminue progressivement. Ce qui demandait avant 10 minutes d'effort pour démarrer commence à en demander 20, puis 30. La résistance grandit. La procrastination s'installe. Et tu crois que c'est de la paresse. Mais ce n'est pas de la paresse, c'est de la neurologie. La deuxième conséquence est encore plus perturbante. Ton cerveau perd progressivement sa capacité à supporter l'ennui. Et l'ennui est essentiel pour apprendre. C'est dans les moments de silence mental que le cerveau consolide l'information, crée des connexions et génère de nouvelles idées. Sans ennui, il n'y a pas de vrai apprentissage. Sans silence, il n'y a pas de mémoire profonde. Mais il y a quelque chose de pire. Quand tu ne peux plus supporter l'ennui, tu commences à fuir inconsciemment tout ce qui demande un effort soutenu. Les livres difficiles, les sujets complexes, les tâches longues. Ton cerveau les associe à une menace. Et il cherche à les éviter avant même que tu en prennes conscience. Et pendant ce temps, les résultats parlent, les examens approchent, la pression monte, et toi tu t'assieds pour étudier avec un cerveau qui a été entraîné depuis des mois à éviter exactement ce que tu lui demandes de faire. Ce n'est pas un combat que tu peux gagner avec de la volonté. C'est un combat neurologique, et tu l'as commencé sans le savoir. La troisième conséquence touche quelque chose que tu ne soupçonnes probablement pas, ta confiance en toi. Chaque fois que tu t'assieds pour étudier et que tu n'arrives pas à te concentrer, ton cerveau enregistre cet échec, silencieusement. Il construit une image de toi-même, une image qui dit que tu n'es pas capable, que tu n'es pas fait pour ça. Et cette image devient une prophétie. Parce que la prochaine fois que tu t'assieds pour étudier ton cerveau arrive déjà avec cette conviction, déjà avec cette résistance, déjà avec cette attente d'échec, et il se sabote avant même que tu commences. Sans que tu lui demandes, automatiquement. C'est le cercle le plus dangereux qui existe dans la vie d'un étudiant. Pas le manque de temps, pas le manque de ressources. Le cercle de l'échec anticipé, celui qui commence dans le cerveau avant même que le stylo touche le papier, celui qui se construit en silence pendant des mois, jusqu'à devenir une identité. Mais voici ce qui change tout. Ce cercle n'est pas permanent. Ce n'est pas une partie de qui tu es, c'est un pattern neurologique. Et les patterns neurologiques peuvent être brisés, peuvent être remplacés, peuvent être réécrits avec une précision que la science comprend aujourd'hui mieux que jamais. Parce que ton cerveau n'est pas figé, il est plastique. Il change en réponse à ce que tu lui donnes,
Et si tu lui donnes les bons signaux, dans le bon ordre, avec la bonne régularité, il commence à se reconfigurer, à reconstruire sa capacité d'attention, à retrouver sa puissance naturelle, plus vite que tu ne l'imagines. 7 jours, c'est ce que la recherche montre. 7 jours de protocole correct suffisent pour que le cerveau commence à montrer des changements mesurables dans sa capacité de concentration. Pas des mois, pas des années, 7 jours. Et ces changements ne sont pas subtils. Ils sont visibles, ils sont ressentis, et ils changent la façon dont tu vis chaque session d'étude pour toujours. Maintenant, tu connais le problème, tu connais les conséquences. Il est temps de comprendre le mécanisme réel, la mécanique précise de ce qui se passe dans ton cerveau quand il atteint un état de concentration maximale, et surtout, comment le provoquer intentionnellement. Tout commence par quelque chose que les neuroscientifiques appellent l'ancrage environnemental. Ton cerveau associe des états mentaux à des environnements physiques. Si tu étudies toujours dans ton lit, ton cerveau associe ce lieu au sommeil et à la détente. Si tu étudies avec le téléphone à côté, ton cerveau associe l'étude à la distraction. Ces associations sont gravées profondément et elles s'activent automatiquement. Ce que tu dois faire est simple mais radical. Créer un environnement exclusivement dédié à la concentration profonde, un espace que ton cerveau apprend à reconnaître comme le signal de démarrage. Pas besoin d'un bureau parfait, pas besoin d'une pièce spéciale. Il suffit que cet espace soit toujours le même, toujours propre, toujours sans distraction. Le deuxième mécanisme s'appelle le rituel de transition. Ton cerveau a besoin d'un signal clair pour passer du mode repos au mode concentration. Un signal répétitif, précis, identique à chaque fois. Ce signal peut être aussi simple que boire un verre d'eau lentement, faire 3 respirations profondes, écrire une phrase d'intention dans un carnet. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la neurologie pure. Chaque fois que tu répètes ce rituel avant d'étudier, tu crées une connexion synaptique entre ce geste et l'état de concentration. Avec le temps, cette connexion devient automatique. Et ton cerveau entre en mode concentration dès que le rituel commence, avant même que tu ouvres ton livre. Le troisième mécanisme est le plus puissant de tous. Il s'appelle la contrainte temporelle intentionnelle. Ton cerveau concentre ses ressources beaucoup plus efficacement quand il sait que le temps est limité. C'est ce que les psychologues appellent la loi de Parkinson. Le travail s'étend pour remplir le temps disponible. Si tu te dis que tu vas étudier pendant 3 heures sans limite précise, ton cerveau dilue son énergie sur toute la durée. Mais si tu te dis que tu as exactement 45 minutes pour maîtriser ce sujet, quelque chose change immédiatement. Ton cerveau active un mécanisme d'urgence cognitive. Il se focalise, il priorise, il élimine le superflu. Et il performe à un niveau qu'il n'atteint jamais sans cette contrainte. Ces 3 mécanismes ensemble créent ce que les chercheurs appellent un état de concentration induit, un état provoqué intentionnellement plutôt qu'attendu passivement. Et la différence entre attendre la concentration et la provoquer est exactement la différence entre les étudiants qui obtiennent des résultats extraordinaires et ceux qui travaillent dur sans jamais vraiment progresser. Mais il y a un 4e élément que la plupart des gens oublient complètement. La récupération active. Ton cerveau ne consolide pas l'information pendant que tu étudies. Il la consolide pendant les pauses. C'est pendant les moments de repos intentionnels que les connexions synaptiques se renforcent, que la mémoire se grave, que l'apprentissage devient permanent. Une pause active de 10 minutes après 45 minutes de concentration profonde n'est pas une perte de temps. C'est une partie essentielle du processus d'apprentissage. C'est pendant cette pause que ton cerveau fait le travail invisible. Le travail que tu ne vois pas mais qui détermine combien tu vas retenir de ce que tu viens d'étudier. Et quand tu reviens après cette pause, ton cerveau n'a pas besoin de 20 minutes pour se réchauffer à nouveau, parce que l'ancrage environnemental est toujours là. Le rituel de transition est toujours là. La contrainte temporelle repart. Et ton cerveau retrouve l'état de concentration en moins de 2 minutes, comme un moteur déjà chaud qui redémarre instantanément. C'est le protocole complet. Environnement dédié, rituel de transition, contrainte temporelle, récupération active, 4 éléments, pas 10, pas 20, 4, et appliqué correctement pendant 7 jours consécutifs, il change la structure fonctionnelle de ton cerveau de façon mesurable. Pas en théorie, dans la réalité de tes résultats, dans la réalité de tes examens, dans la réalité de ta vie. Tu es arrivé jusqu'ici, et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quelque chose en toi savait déjà que le problème n'était pas toi, que quelque chose en toi cherchait une explication réelle, pas une motivation de plus, pas un conseil vague, une vérité concrète sur ce qui se passe vraiment dans ton cerveau. Et maintenant tu l'as.
Tu sais que la concentration n'est pas un talent. Tu sais que l'attention se construit. Tu sais que ton cerveau n'est pas ton ennemi. Il a juste besoin des bons signaux, dans le bon ordre, au bon moment. Ce que tu fais avec cette information maintenant est la chose la plus importante. Parce que comprendre sans agir ne change rien. Et agir sans comprendre ne change rien non plus. Mais comprendre et agir ensemble, c'est là que la transformation commence vraiment. Commence demain matin, pas dans une semaine, pas quand tu te sentiras prêt. Demain matin. Choisis un espace dédié, crée ton rituel de transition, fixe une contrainte temporelle de 45 minutes et observe ce qui se passe dans ton cerveau quand toutes les conditions sont réunies pour la première fois. Le premier jour sera difficile. Ton cerveau résistera. Il cherchera la distraction. Il créera des excuses. C'est normal. C'est le réseau du mode par défaut qui défend son territoire. Mais si tu tiens ces 45 minutes, quelque chose de subtil se produira à la fin. Une légère sensation de clarté. Un sentiment différent. Quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps en étudiant. Le troisième jour sera différent. La résistance sera moins forte. L'entrée en concentration sera plus rapide. Ton cerveau commencera à reconnaître les signaux, à anticiper l'état, à coopérer au lieu de résister. Et cette coopération changera complètement la façon dont tu vis chaque session d'étude. Le 7e jour, tu comprendras quelque chose que les mots ne peuvent pas vraiment expliquer. Tu comprendras par l'expérience directe ce que c'est que d'avoir un cerveau qui travaille avec toi et non contre toi. Ce que c'est que d'étudier sans te battre contre toi-même à chaque minute. Et ce jour-là, tu te souviendras de ce moment. Ce moment où tu regardais une vidéo et où quelque chose a changé dans ta façon de voir ton propre cerveau. Pas parce qu'on t'a motivé, pas parce qu'on t'a donné une liste de conseils, mais parce que tu as enfin compris comment tu fonctionnes vraiment. Parce que c'est ça le vrai secret neurologique. Ce n'est pas une technique de plus. Ce n'est pas un hack de productivité, c'est la compréhension profonde de ton propre mécanisme. Et quand tu comprends ton mécanisme, tu n'as plus besoin de te forcer, tu n'as plus besoin de te motiver. Tu construis simplement les conditions, et ton cerveau fait le reste. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas raté ta chance. Tu avais juste besoin de comprendre quelque chose que personne ne t'avait encore expliqué, et maintenant tu le sais. Et ce que tu sais ne peut pas être effacé, ne peut pas être oublié. Parce que cette fois-ci, tu n'as pas juste lu des mots, tu as compris quelque chose de réel sur toi-même. Le cerveau que tu as en ce moment est suffisant, plus que suffisant. Il a juste besoin qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne les bonnes conditions, qu'on arrête de le combattre et qu'on commence à travailler avec lui. Et cette décision, travailler avec ton cerveau au lieu de le combattre, c'est la décision la plus intelligente que tu puisses prendre aujourd'hui. Alors maintenant tu sais. La question n'est plus de savoir si ton cerveau peut doubler sa concentration. La question est de savoir si tu vas lui donner la chance de le faire. Et la réponse à cette question ne se trouve pas dans cette vidéo. Elle se trouve dans ce que tu vas faire dans les prochaines 24 heures. Uniquement là, nulle part ailleurs.